Roma se tenait à la porte du manoir, pieds nus et tremblante. Ses pieds étaient gonflés, son ventre lourd sous l'effet de l'enfant qu'elle portait. Il était tard dans la nuit, le vent lui glaçait la peau. Mais le plus glacial n'était pas le temps, mais les gens qui se tenaient devant elle, la famille de son mari. Ils ne la regardaient ni avec amour ni avec sollicitude. Leurs yeux étaient durs, leurs visages impassibles, comme si elle ne représentait rien pour eux. Des larmes coulaient sur les joues de Roma, mais elle n'essuya même pas. Ses mains étaient trop occupées à tenir son ventre, à protéger son bébé de la douleur et de la peur qui emplissaient son cœur. Elle n'avait rien fait de mal. Tout ce qu'elle voulait, c'était être une bonne épouse, une bonne mère. Mais elle était là, debout dehors, comme une étrangère, comme une mendiante, tandis que ceux qui étaient censés être sa famille la traitaient comme une ordure. L'une d'elles, sa belle-mère, s'avança et fourra un papier plié dans la main de Roma. « Signe ceci, dit-elle froidement, ou quitte cette maison ce soir. » Roma regarda le papier, les mains tremblantes. Elle ne savait même pas encore ce qu'il contenait, mais la façon dont il la fixait, tous lui en disaient long. Ce n'était pas une demande aimable, c'était une menace, un avertissement, un coup fatal. Elle regarda son mari Nalo, espérant un soutien, espérant qu'il dirait quelque chose, ferait quelque chose. Mais il se tenait derrière eux, silencieux, sans un mot, sans un regard. Le même homme qui la tenait autrefois près de lui et lui avait promis de la protéger, agissait maintenant comme si elle n'existait pas. Son cœur se brisa encore davantage à cet instant. La maison qu'elle appelait autrefois son foyer était devenue une prison, et ce soir-là, il la chassait comme si elle n'était rien. Elle était enceinte de 8 mois. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, aucun projet, juste son bébé et le collier que sa défunte mère lui avait offert avant de mourir. Ce collier était son seul réconfort désormais. Roma avait envie de crier, de demander pourquoi il lui faisait ça, mais aucun mot ne sortit, seulement des larmes silencieuses. Ses lèvres tremblaient, son corps était faible, mais au fond d'elle, quelque chose d'autre commença à naître, une petite étincelle, une petite voix lui disant de ne pas céder, de ne pas signer ce papier, de ne pas les laisser gagner. Alors que les minutes s'écoulaient et que la famille s'impatientait, Roma serrait le papier dans sa main. Son cœur battait fort, non seulement de peur, mais aussi de ses premiers frémissements de force. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite, mais une chose était sûre, elle ne les laisserait pas la détruire, ni ce soir, ni jamais. Il y a quelques mois à peine, Roma était la femme la plus heureuse du monde. Elle avait épousé un membre de la famille Duro, l'une des plus riches et des plus respectées de la ville. Le mariage était digne d'un conte de fées, grandiose, magnifique et plein de promesses. Son mari, Narlo, la traita d'abord avec beaucoup d'amour. Il l'appelait sa reine. Il lui offrait des cadeaux, la faisait rire et la serrait contre lui chaque soir. Roma pensait l'avoir trouvée pour toujours, mais tout a commencé à changer dès qu'elle est tombée enceinte. Au début, c'étaient des petits détails. Narlo avait arrêté d'appeler pendant la journée. Il rentrait tard et ne souriait plus comme avant. Quand elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas, il a simplement répondu qu'il était fatigué. Elle l'a cru, pensant que la pression de devenir père le pesait peut-être. Mais bientôt, il est devenu clair que ce n'était pas du stress, mais du rejet. Puis vinrent les paroles blessantes de sa belle-mère. Au début, elle disait des choses insignifiantes comme « Il vaut mieux prier pour que ce soit un garçon, et que cette famille ait besoin d'un véritable héritier. » Roma essaya de l'ignorer. Elle souriait malgré la douleur et espérait qu'ils aimeraient le bébé quoi qu'il arrive. Mais lorsqu'ils ont découvert que c'était une fille, tout a empiré. Bien pire. Narlo commença à dormir dans une autre pièce. Il la regardait à peine. Il arrêta de parler de prénom de bébé. Il ne l'accompagnait même plus à ses rendez-vous chez le médecin. Et sa mère, elle, devenait de plus en plus cruelle. Elle lui disait « Les filles sont un fardeau, et tu as déjà trahi ton mari. » Roma pleurait seule la nuit, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter ça. Tout ce qu'elle avait toujours désiré, c'était être aimée, fonder un foyer heureux. Mais son entourage la faisait se sentir déçue, simplement parce qu'elle portait une petite fille. Une petite fille qui n'était même pas encore née, mais qui était déjà accusée de tout. Le cœur de Roma se serrait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille Annette. Comment pouvait-on traiter ainsi une enfant innocente? L'amour qui emplissait autrefois son foyer avait disparu. Les sourires, les rires, les caresses douces, tout cela avait été remplacé par le silence, les regards froids et les murmures dans son dos.
Roma se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque jour devenait un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Elle essaya de parler à Narlo, de lui rappeler l'homme qu'il était, l'amour qu'il partageait autrefois. Mais il refusait de l'écouter. Il s'éloignait, parfois sans un mot. Roma resta seule, tenant son ventre qui grossissait, seuls les coups de pied de son bébé lui rappelant qu'elle n'était pas complètement seule. Ainsi, ce qui avait commencé comme un mariage de rêve se transforma peu à peu en une guerre silencieuse. Roma l'ignorait encore, mais ce n'était que le début d'une tempête qui allait tout bouleverser. Roma fixait le papier dans ses mains tremblantes, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ce document n'était pas un simple papier, c'était un piège. Un piège froid et impitoyable. Il était stipulé qu'elle devait renoncer à tous ses droits. Son nom serait effacé de tout ce qui appartenait à Narlo, sa maison, son héritage familial, ses futures entreprises. Si elle le signait, elle n'aurait plus rien, pas même un droit sur l'avenir de son enfant. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle essayait de déchiffrer les mots. Le papier était rempli de termes juridiques complexes qu'elle ne comprenait pas, mais le message était clair. Il ne voulait plus qu'elle fasse partie de la famille. Et pour quelle raison? Parce qu'elle allait avoir une fille. La mère de Narlo se tenait là, les bras croisés, la regardant comme une ordure. Une femme faible ne peut donner naissance à un véritable héritier, dit-elle froidement. Tu nous as déjà déçus. La poitrine de Roma se serra. Elle n'en croyait pas ses oreilles. C'était de son bébé dont il parlait. Sa fille innocente, encore dans le ventre de sa mère. Comment pouvait-il dire de telles choses? Narlo se tenait là aussi, silencieux, sans la défendre, sans les arrêter. L'homme qui lui avait autrefois tenu la main, embrassé son front et promis de la protéger, se tenait maintenant comme un étranger. Son regard était vide. Il ne la regarda même pas. Ce silence lui fit plus de mal que 1000 insultes. Ils lui mirent le stylo dans la main. Signé, ont-ils dit, ou quitter la maison ce soir. Roma regarda le papier, puis son ventre. Elle sentait son bébé bouger, comme si elle ressentait sa douleur. Ses mains tremblaient. Comment l'amour avait-il pu devenir pareil? Comment une famille pouvait-elle être aussi cruelle juste parce qu'elle donnait naissance à une fille? Elle essaya de parler, d'implorer la gentillesse, mais sa voix se brisa. Personne ne l'écoutait. Ils avaient déjà décidé qu'elle était inutile, jetable, juste quelqu'un qui trahissait leurs attentes. Mais au fond d'elle, quelque chose de plus fort que la peur commença à grandir en elle. Elle réalisa qu'elle n'avait besoin ni de leur nom, ni de leur maison, ni de leur argent pour être une bonne mère. Ce dont elle avait besoin, c'était de force. Et à ce moment douloureux, quelque chose changea dans son cœur. Elle ne signa pas le papier. Elle le plia discrètement, le remit sur la table et leva les yeux vers eux. Ses yeux, auparavant remplis de larmes, brûlaient maintenant d'un feu silencieux. Elle en avait fini avec la mendicité. Elle avait fini de pleurer. Ils pensaient la briser. Mais ils avaient tort, car à partir de ce moment, Rima n'était plus la femme effrayée et faible qu'ils voyaient. Elle devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un prêt à se battre pour elle et son bébé. Ils pensaient qu'elle allait abandonner, mais Rima n'en était qu'à ses débuts. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse et que tout le monde était couché, Rima était assise seule dans un coin de la pièce, se tenant le ventre et réfléchissant. Elle regarda à nouveau le papier, celui qu'on lui avait forcé dans les mains, lui demandant de signer une renonciation à tout. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Mais au fond d'elle-même, elle avait déjà pris sa décision. Elle ne signerait pas. Elle ne leur donnerait pas ce qu'ils voulaient. Elle allait protéger son bébé à tout prix. La lune était pleine dans le ciel, illuminant la propriété d'une douce lueur. Lentement, prudemment, Rima se leva. Son dos lui faisait mal et ses pieds étaient enflés, mais elle se déplaçait comme une femme déterminée. Sans bruit, elle ramassa un petit sac plastique. À l'intérieur, elle ne déposa que 2 objets. Sa carte d'hôpital et le collier de sa défunte mère. Ce collier fut le dernier cadeau que sa mère lui avait fait avant de mourir, et il lui donna de la force. Le cœur battant et son bébé gigotant doucement en elle, elle traversa sur la pointe des pieds les longs couloirs du manoir d'Uro. Personne ne la vit. Personne ne l'arrêta. Elle ouvrit lentement le portail, puis sortit dans la nuit fraîche, pieds nus et seule. Rima n'avait aucune idée d'où elle allait. Elle marchait, tout simplement. Elle marchait jusqu'à ce que les lumières des grandes maisons disparaissent derrière elle. Elle marcha jusqu'à ce que l'air sente la poussière et la terre fraîche.
Ses pieds saignaient. Ses jambes étaient fatiguées. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas. Elle devait trouver un endroit sûr pour son bébé. Finalement, juste avant l'aube, elle aperçut une petite clinique à la sortie d'un village. Cela ne ressemblait en rien aux grands hôpitaux où elle rêvait d'accoucher. Mais pour elle, c'était un lieu d'espoir. Elle entra, presque évanouie d'épuisement. Les infirmières accoururent à sa vue. Elles ne demandèrent pas de nouvelles de son mari. Ils n'ont pas demandé d'argent. Ils ont juste vu une femme enceinte et fatiguée et lui ont offert un endroit où se reposer. Ils l'ont allongée délicatement sur un brancard dans une pièce calme. Ce n'était pas un lit, mais Rima y sentait le paradis. Elle serrait le collier de sa mère d'une main et posait l'autre sur son ventre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Mais cette paix ne dura pas longtemps. Au milieu de la nuit, elle ressentit une vive douleur dans le dos. Puis une autre. Puis une autre. Elle avait perdu les os. Le bébé allait arriver. Et c'était trop tôt. Les infirmières se sont précipitées. Tout s'est passé si vite. Rima pleurait de douleur, mais aussi de force. Elle savait que ce moment allait changer sa vie. Rima hurlait de douleur tandis que les infirmières lui tenaient les mains. L'accouchement était dur. Trop dur pour quelqu'un qui n'avait pas bien mangé ni pris de repos depuis des jours. La douleur était intense. Et pendant un instant, elle crut qu'elle n'y arriverait pas. Mais au fond d'elle-même, elle se souvint pourquoi elle avait fui. Pourquoi elle s'était battue. Pour son bébé. Elle se mordit les lèvres, retint son souffle et poussa de toutes ses forces. Puis, soudain, la pièce se remplit d'un petit cri. Les infirmières sourirent et prirent le petit bébé dans leurs bras. C'était une fille. Magnifique, doux, et rayonnant comme une bénédiction. Rima regarda son bébé dans les yeux et ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était plus de la peur. C'était de la force. Elle murmura le nom de Zahra à l'oreille de sa fille. Cela signifiait une lumière dans les ténèbres. C'était le cas de cet enfant, né dans la douleur, né dans la peur, mais aussi né dans l'espoir. Rima l'embrassa sur le front, des larmes coulant sur ses joues. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Mais la joie fut de courte durée. 2 jours plus tard, alors que Rima était encore en convalescence, le cauchemar revint. Des voix fortes s'élevèrent de l'extérieur de la clinique. Des avocats en costume coûteux entrèrent avec 2 hommes de la famille de Nalo. Ils ne lui ont pas demandé comment elle allait. Ils n'ont pas demandé de nouvelles du bébé. Ils sont venus avec des papiers et un regard froid. Ils ont informé le personnel de la clinique qu'ils avaient signalé une disparition. Ils ont affirmé que Rima s'était enfuie avec l'enfant de leur famille. Ils ont affirmé que le bébé appartenait au Duro, et non à elle. Le cœur de Rima se serra. Elle serra Zahra plus fort, comme si quelqu'un allait tenter de l'éloigner. Une infirmière tenta d'arrêter les hommes, mais les avocats la dépassèrent. Ils disaient être venus pour ramener le bébé à la maison, mais Rima savait la vérité. Il ne voulait pas de Zahra parce qu'il l'aimait. Il voulait la contrôler, pour l'utiliser, pour effacer Rima. L'un d'eux a même regardé Rima dans les yeux et lui a dit « Tu n'es rien sans notre nom. Cet enfant n'est pas le tien seul. » Rima sentait un faux menteur en elle. Elle avait traversé trop d'épreuves pour perdre son enfant maintenant. Elle s'est levée. Même si son corps souffrait encore de l'accouchement, elle a regardé ces hommes dans les yeux et a dit « Elle est à moi. Je l'ai portée. J'ai saigné pour elle. J'ai failli mourir pour elle. Vous ne l'emmènerez pas. » Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont menacé d'appeler la police. Ils disaient qu'ils avaient du pouvoir. De l'argent. Oh non. Mais Rima n'était plus la même femme effrayée. Elle était désormais une mère. Une guerrière. Elle était prête à se battre pour Zahra. Quoi qu'il en coûte. Assise à la clinique, Rima serrant son bébé dans ses bras et essayant de ne pas pleurer, elle avait l'impression que le monde entier était contre elle. Les menaces. La pression. La peur. C'en était trop. Les Duro étaient puissants et riches. Elle n'était qu'une mère faible et fatiguée. Sans argent et sans soutien. Mais juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, un événement inattendu se produisit. Une jeune femme entra à la clinique. Elle avait un visage calme, mais ses yeux brillaient de feu. Elle s'approcha de Rima et se présenta. « Je m'appelle Tef, dit-elle doucement. Je suis avocate. Et je te crois. » Au début, Rima était perplexe. Pourquoi une inconnue la croirait elle? Pourquoi quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré voudrait-il l'aider? Mais Tef s'assit à côté d'elle et lui expliqua tout. Elle avait entendu parler du cas de Rima par une infirmière inquiète. Et lorsqu'elle reconnut le nom de famille Duro,
son cœur brûla de souvenirs. Tef avait été proche des Duro, elle aussi. Des années auparavant, elle leur avait fait confiance. Elle travaillait pour l'une de leurs entreprises. Mais ils l'avaient trahi, tout comme ils avaient trahi Rima. Ils ont menti à son sujet. Ils ont ruiné sa réputation. Et ils l'ont chassée lorsqu'elle a parlé. Tef avait lutté pour revenir avec courage et respect de la loi. Et maintenant, elle avait une mission, s'assurer que les Duro ne détruisent plus jamais une femme. Je connais leurs secrets, murmura Tef. Je connais leur jeu. Et cette fois, ils se sont trompés de femme. Rima la regarda, sans voix. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Tef ne se contentait pas de parler. Elle pensait chaque mot. Elle a proposé de se battre pour Rima gratuitement. Sans aucun paiement. Aucune condition. Just justice. Dès le lendemain, Tef a commencé à rassembler des preuves. Elle visita le manoir que Rima avait fui. Elle y trouva des gens qui avaient vu la façon dont Rima était traitée. Une domestique avait été renvoyée pour lui avoir parlé gentiment. Un chauffeur avait entendu les paroles cruelles de la mère de Nalo. Peu à peu, la vérité commença à éclater. Tef déterra aussi de vieux papiers. Documents cachés par la famille Duro. Fraudes commerciales. Mentions immobilières. Même de faux rapports pour dissimuler leurs actions. Et à chaque vérité qu'elle découvrait, elle devenait plus forte. Rima observait tout cela avec admiration. Cette jeune avocate ne se contentait pas de l'aider. Elle lui apprenait à se relever. Chaque larme versée par Rima était transformée en force par Tef. Et ensemble, ils allaient montrer au monde que le pouvoir ne vient pas de l'argent ou des grands noms. Il vient de la vérité, du courage, et de femmes qui refusent d'être brisées. Alors que Tef continuait à creuser plus profondément, ce qu'elle découvrit la choqua elle-même. Elle s'attendait à des mensonges. Mais la vérité était bien plus sombre. Un soir, alors qu'elle feuilletait un dossier reçu d'un ancien membre du personnel de la famille Duro, elle vit quelque chose d'étrange. Des rapports médicaux portant le nom de Rima. Mais quelque chose clochait. Les dates ne correspondaient pas. L'écriture était différente. Après vérification auprès de l'hôpital, la vérité a éclaté. La famille Duro avait falsifié le dossier médical de Rima. Ils ont fait passer ses antécédents pour des troubles mentaux, essayant de la faire passer pour inapte à élever son propre enfant. Mais ce n'est pas tout. Tef a également découvert un deuxième jeu de documents de naissance pour la petite Zara. Les noms avaient été modifiés. Le nom de la mère avait été remplacé par celui d'un autre. Un parent éloigné de la famille Duro. Ils voulaient effacer Rima et revendiquer Zara comme leur nom. Tout cela s'est produit dans le dos de Rima, alors qu'elle se remettait encore de son accouchement. Ils voulaient lui voler sa fille et faire comme si elle n'avait jamais existé. La découverte la plus douloureuse concernait le testament de Nalo. Avant sa disparition soudaine, il avait rédigé un testament qui léguait tout, la maison, les entreprises et même les économies, à Rima et à leur enfant. Mais le document entre les mains de la famille Duro racontait une toute autre histoire. Dans cette version, Rima n'avait rien reçu. Rien du tout. Tef voyait les signes. Quelqu'un avait modifié le testament. Signatures falsifies. Pages changes. Il voulait jeter Rima à la rue, les mains vides, tout en gardant toutes les richesses pour eux. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un miracle au milieu de toute cette souffrance. Une femme de ménage, qui travaillait discrètement au manoir Duro depuis des années, se présenta. Elle raconta avoir vu Rima pleurer cette nuit-là dans le salon, lorsqu'on lui avait donné le papier à signer. La femme de ménage avait caché quelque chose pendant tout ce temps. Une minuscule caméra cachée qu'elle avait installée pour sa propre sécurité après avoir été faussement accusée de vol. Cette caméra cachée avait tout enregistré. Tef s'est précipité pour récupérer les images. Ses mains tremblaient en les visionnant. Et voilà, Rima, pieds nus, le ventre lourd de grossesse. Des larmes coulaient de ses yeux. La mère de Nalo lui criait dessus. Son père lui fourrait le papier dans les mains. Et les mots cruels, signez ceci ou sortez ce soir. La caméra a tout filmé. Les menaces, la peur, la pression. Tef savait que c'était la fin. Cette vidéo était la clé. La preuve que Rima était contrainte. La preuve que tout ce que la famille Duro avait fait était illégal et cruel. Avec cela, l'histoire changerait. Plus de mensonges. Plus de jeux de pouvoir. Tandis que Rima regardait la vidéo avec Tef à ses côtés, elle ne pleurait pas. Elle hochait lentement la tête. La vérité éclatait enfin. Et la justice était désormais à portée de main.
La salle d'audience était pleine à craquer. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer. Cette affaire avait défrayé la chronique dans tout le pays. Les caméras de télévision étaient à l'extérieur. Les gens chuchotaient et observaient attentivement l'ouverture des portes. Et puis, Rima entra. Elle n'était plus la femme effrayée qu'ils avaient chassée de chez eux. Elle ne pleurait plus et n'était plus faible. Elle portait une robe simple et belle. Elle tenait bébé Zara contre sa poitrine. Sa tête était haute et ses yeux étaient puissants. La même femme qu'il considérait autrefois comme inutile ressemblait désormais à une reine. Même le juge marqua une pause en la voyant entrer. La famille de Nalo était assise de l'autre côté, nerveuse et agitée. La mère de Nalo regardait autour d'elle, murmurant à son avocat. Son visage était marqué par la colère. Mais au fond, elle avait peur. Elle avait menti. Elle avait falsifié des documents. Elle avait tenté de voler un enfant. Et maintenant, la vérité allait être dite devant tout le monde. Le moment venu, les images de la caméra cachée ont été diffusées dans la salle d'audience. On aurait dit une mouche volée. Tout le monde regarda en silence Rima apparaître à l'écran. Enceinte, debout devant le portail, elle pleurait tandis que les parents de Nalo l'interpellaient. Ils lui ordonnaient de signer le papier ou de partir. Ils l'ont traitée comme une moins que rien. La vidéo a tout montré. Des exclamations ont envahi la salle. Même certains membres du tribunal ont secoué la tête, incrédules. La mère de Nalo s'est levée et a crié « Cette vidéo est un faux ». Mais le juge l'a réduite au silence. L'avocat, Tef, est resté calme et a présenté tous les autres éléments de preuve. Les dossiers médicaux falsifiés, le faux certificat de naissance et le testament modifié. À la 1, les mensonges s'effondraient. Rima ne parlait pas beaucoup. Elle n'en avait pas besoin. Son regard, sa force et son histoire avaient déjà parlé plus fort que tous les mots. Lorsque le juge se leva enfin pour lire le verdict, la salle fut plongée dans un silence total. La garde exclusive de l'enfant, Zara, est accordée à sa mère, Rima. Le tribunal déclare également la famille Duro coupable de coercition, de falsification de documents et de tentative de fraude. Un silence sans suite, puis des applaudissements nourris éclatent dans la salle d'audience. Les gens ont applaudi. Certains ont même pleuré. C'était comme si une vague de justice avait déferlé sur la salle. La mère de Nalo s'assit, stupéfaite. Elle avait perdu tout pouvoir. Ses mensonges et ses plans avaient échoué. Pendant ce temps, Rima serrait Zara fort dans ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. À l'extérieur du tribunal, les gens l'acclamaient. Les journalistes voulaient connaître son histoire. Mais Rima a simplement souri, embrassé sa fille sur le front et murmuré « Nous sommes libres maintenant ». Et du jour au lendemain, la femme qu'ils avaient autrefois tenté de briser est devenue un symbole de force. Pas seulement pour les mères, mais pour toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Après la fin du procès et la révélation de la vérité, la vie de Nalo a rapidement commencé à s'effondrer. Quelques jours plus tard, on le retrouva inconscient dans son bureau. L'homme qui marchait autrefois fièrement semblait désormais faible et perdu. Ses associés l'avaient tous quitté. Il ne voulait pas être lié à quelqu'un au passé aussi trouble. Ses comptes ont été gelés par la banque. Plus de voitures de luxe. Plus de pouvoir. Plus de respect. Son nom, autrefois connu du grand public, était désormais murmuré avec honte. Le monde qu'il avait bâti sur l'orgueil et le mensonge s'était effondré. Même sa propre famille avait commencé à prendre ses distances. Plus personne ne voulait le soutenir. Et quand il se réveilla à l'hôpital, il réalisa que tout ce qu'il tenait pour acquis avait disparu. Surtout Rima et Zara. Un soir pluvieux, il se présenta à la petite mais paisible maison de Rima. Il n'était pas venu avec ses avocats ni sa famille. Il était seul, fatigué et brisé. Il tenait un petit ours en peluche dans ses mains. Il resta dehors, l'air hésitant, puis frappa lentement. Rima ouvrit. Elle tenait Zara, âgée de quelques mois, et souriait. Dès que Nalo les vit, il tomba à genoux. Là, sous la pluie, il supplia. Sa voix se brisa. « S'il te plaît, Rima, j'étais aveugle. Je ne t'ai pas protégé. Je ne te méritais pas. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi arranger les choses. » Zara tendit une petite main vers lui, innocente et inconsciente de la douleur endurée par sa mère. Mais Rima ne bougea pas. Elle regarda Nalo un long moment, silencieux. Ses yeux ne trahissaient ni colère, ni même tristesse. Juste de la force.
La force qu'on acquiert après avoir survécu à une douleur profonde. Sans un mot, Rima ferma doucement la porte. Sans crier. Pas d'insulte. Juste le silence. Ce doux bruit de fermeture en disait long. À l'intérieur, elle serra Zara contre elle et murmura. Tu n'as besoin de personne qui ne s'est pas battue pour toi. Pendant ce temps, Nalo était assis dehors sous la pluie, en pleurs. Non pas parce qu'il avait perdu de l'argent, mais parce qu'il avait perdu les seules personnes qui comptaient vraiment. C'était un moment fort. Rima n'avait pas besoin de vengeance. Sun Silence. Sa force et sa paix lui suffisaient. Elle avait déjà gagné. Et désormais, sa vie ne consistait plus à prouver quoi que ce soit à personne. Il s'agissait d'élever sa fille avec amour, dignité et vérité. Ce que Nalo n'avait pas su lui donner. Et, d'un seul coup, le chapitre se referma. Non pas avec colère, mais avec une force tranquille. Rima eut le dernier mot, sans un mot.